Automne 1938 de l'Union soviétique. Le peur règne toujours sur le pays. Mais maintenant elle se cache derrière les routines et slogans. Les gens défilent et chantent le progrès de l'unité. Les journaux parlent d'ennemis vaincus et d'usines qui se renforcent. Les écoles enseignent aux enfants au nord Staline et signalent tout ce qui est suspect. Dans les villes, de longues files se forment devant les magasins tandis que la campagne. Les familles mutent sous le joug soviétique. Le silence est lourd et personne ne sait qui serait arrêté ensuite. Certains essaient de vivre une vie normale au travail qu'élèvent des enfants. Mais même un murmure ou un regard peut mener à l'arrestation. Les innocents et les communistes dévoués ne sont peu non plus en sécurité. Au sein de les polices secrètes, de nouvelles figures émergent tandis que les anciennes tombent. Parmi eux se trouve un homme qui deviendra le bourreau de nations entières au sein de l'Union soviétique, son nom est Lavrenti Beria. Lavrenti Pavlovitch Beria est né le 29 mars 1899 dans le village de Merkouli, dans l'actuelle Abkhazie. Alors parti de l'Empire russe, son père Pavel Beria était un propriétaire terrien, sa mère Marteli qui venait de l'ancienne noblesse géorgienne, qui avait autrefois la statue noble mais ne possédait plus d'influence politique. Le jeune Lavrenti réussit bien l'école d'abord dans les villes côtières géorgiennes de Soukoum, puis le Polytechnique de Bakou, puis il étudia l'ingénierie. Et Bakou fut la capitale de l'actuel Azerbaïdjan, il entra en contact avec des idées révolutionnaires. Mais ironiquement, il travaillait d'abord pour le mouvement anti-Thierry bolchevique et rejoignit le Parti communiste. Plus tard, pendant ses années d'études, l'Empire russe s'effondre sous les pressions de la Première Guerre mondiale et des révolutions. Les abdications du Nicole 1917, suivies de déprises de pouvoir bolchevique lors de la révolution d'octobre les mêmes années, plongèrent le pays dans une guerre civile sanglante. Alors que les vieilles institutions s'effondraient, de jeunes hommes ambitieux, comme Beria, trouvèrent des opportunités de s'élever pour leur loyauté et leur utilité. Nouveau régime, Beria rejoignit le cœur des polices secrètes soviétiques et participa à la suppression des forces anti-bolcheviques et d'autres groupes des communistes. Considérés comme des ennemis, il devint connu pour ses disciplines et ses cruautés, des signes qui allaient définir toute sa carrière. Au début des années 1920, Beria retourna en Géorgie qui avait brièvement tenté d'établir son indépendance en tant que République démocratique de Géorgie. Cette république ne survécut que quelques années, lorsque l'armée rouge envahit la Géorgie en 1992. Beria travailla aux côtés des dirigeants bolcheviques pour assurer le contrôle de la région. Il fut impliqué dans la suppression de la résistance et le démantèlement des institutions qui soutenaient le nationalisme géorgien et les idées d'indépendance géorgienne. Beria dirige la répression d'un soulèvement géorgien en 1924. Après quoi jusqu'à 10 personnes furent exécutées. Avec le temps qu'il gravit les échelons de l'appareil de sécurité punition soviétique, il était devenu chef de la branche géorgienne de l'OGP, le successeur de l'OKT prédécesseur du NKVD. Tous étaient des services secrets soviétiques et pour but de supprimer toute opposition. Régime communiste. Il était déterminé de rechercher également les ennemis internes des bolcheviks et à les détruire. Beria était très ambitieux et habile, gagnait la faveur de puissants mécènes. Au début des années 1930, il établit une relation étroite avec le dictateur soviétique Joseph Staline, qui était lui-même géorgien. Beria démontre également ses capacités à obtenir des résultats de la consolidation du contrôle de Moscou sur le territoire du Caucase. Il supprimait les dissidences, supervisait les purges de membres du parti soupçonnés de déloyauté et gérait les campagnes. Collectivisation qui forçait les paysans à rejoindre des fermes d'État. Ces méthodes étaient souvent brutales. Beaucoup de gens furent arrêtés sur des accusations fabriquées et exécutés pour servir d'exemple aux autres. Au milieu des années 1930, Staline se préparait à lancer de grandes purges, une campagne massive pour éliminer les ennemis perçus au sein du Parti communiste, de l'armée et de la société soviétique. Pendant cette purge, des centaines de milliers de citoyens soviétiques furent assassinés par le régime communiste. Beria s'est montré désireux d'aider. En 1938, il fut convoqué à Moscou et nommé chef adjoint du NKVD de son Nikolai Yezhov. À cette époque, Yezhov était responsable de l'orchestration d'arrestations massives et de procès spectacles et d'exécutions qui terrorisaient tout le pays. Plus tard, le même de Staline décidait qu'Yezhov n'était plus fiable, alors que des milliers d'officiers du NKVD étaient même exécutés. Beria remplaçait Yezhov à la tête du NKVD de novembre 1938, une fois au pouvoir. Beria supervisait l'arrestation et l'exécution de nul autre que Yezhov lui-même, l'accusant de trahison et d'autres crimes. Bien que les exécutions massives de la Grande Purge aient ralenti, la répression continue sous les directions de Beria. Le NKVD reste un instrument central du règne de terreur de Staline. Beria réorganise l'appareil de sécurité qui s'efforce de restaurer une certaine stabilité après le cœur des purges et un meurtre organisé par l'État de ses propres citoyens. Il libéra certains prisonniers et apporte une nouvelle discipline aux opérations du NKVD. Cependant, il supervise également d'autres vagues de terreur, y compris les déportations de groupes ethniques entiers tels que les Polonais, les Finlandais et le peuple balte, que Staline considérait avec méfiance comme des ennemis potentiels. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit Pologne. En 1940, Beria dirigeait les tristes célèbres opérations du NKVD qui mena au massacre de Keiti.
au cours duquel plus de 20 officiers polonais et intellectuels furent exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. Surtout après l'attaque allemande contre l'Union soviétique en juin 1941. Le pouvoir de Beria s'accrut encore davantage. Il supervisait la sécurité intérieure de l'Union soviétique et gérait le vaste système du Goulag qui fournissait du travail forcé pour construire des infrastructures et soutenir la production de guerre. Des millions de prisonniers travaillaient dans des mines, des usines et des camps dans des conditions inhumaines. Beria contrôlait également les opérations de contre-espionnage par l'intermédiaire de l'organisation de contre-espionnage SMERSH qui cherchait à débusquer les espions et à maintenir les disciplines parmi les troupes soviétiques. Alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Beria dirigea une fois de plus les déportations de populations entières accusées de collaborer avec les Allemands. En 1944, il supervisait le déplacement forcé des N, des Ingouches, des Tatars de Crimée et d'autres groupes ethniques de leur patrie vers l'Asie centrale. Des centaines de milliers de personnes furent entassées dans des trains dans des conditions hivernales rigoureuses, et beaucoup moururent de faim et de froid pendant le voyage. Beria rapportait à Staline que des opérations avaient été menées bien. Au même temps, Beria fut chargé d'importants programmes stratégiques. En 1944, Staline lui confiait les responsabilités de superviser le projet de bombe atomique soviétique. Beria établit un réseau de scientifiques et d'agents de renseignement et de dirigeants pour recueillir des informations sur les recherches nucléaires occidentales avec un seul objectif: accélérer le programme atomique soviétique. Il s'assurait que des scientifiques nucléaires allemands capturés soient intégrés au projet après la guerre. Son style d'organisation impitoyable fut l'une des raisons qui garantirent que l'Union soviétique fit exploser ses premières bombes atomiques en 1949, mettant fin au monopole américain sur les armes nucléaires et choquant le monde. Après la guerre, Beria restait l'un des collaborateurs les plus fiables et les plus craints de Staline. Il continue les contrôles du service de sécurité et géra la collecte de renseignements. L'étranger et les répressions intérieures, il s'intéresse également vivement à la reconstruction industrielle de l'Union soviétique, en particulier dans les secteurs liés à la défense et le développement nucléaire. Lors des réunions avec Staline, il se montrait confiant et efficace, toujours soucieux de flatter le leader, tout en se présentant comme indispensable pour Staline. L'Union soviétique, au privé, la réputation de Beria était bien plus sombre. De nombreux récits le décrivent comme un prédateur sexuel qui abusait de ses positions pour exploiter de jeunes et belles femmes. Il aurait identifié les femmes qu'il désirait depuis l'arrière de sa limousine lors de ses déplacements à travers Moscou. Les femmes qu'il choisissait étaient emmenées chez lui et dehors de Moscou. Au du vin et un festin les attendait. Après le dîner, Beria emmenait les femmes dans son bureau insonorisé. Il violait si elles refusaient de l'accompagner. Il les menaçait de prison, de goulag. Il satisfaisait également ses désirs sexuels en abusant de sa position. Forçant les épouses et les filles de prisonniers des goulags à coucher avec lui si elles voulaient obtenir la libération de leurs proches. Cela ne se limitait pas à la violence sexuelle. Les gardes-postes devant ses résidences de Moscou ont rapporté que des femmes lui étaient amenées et que certaines ne revenaient jamais. Plusieurs décennies plus tard, des restes de squelettes ont été trouvés sur les lieux de l'ancienne ville et de l'accent guerriers. Ce qui a conduit certains à le qualifier de tueur en série, bien que l'étendue complète de ces crimes reste difficile à documenter. Des témoignages après sa mort ont brossé le portrait d'un homme qui combinait les cruautés politiques avec l'immoralité personnelle. Malgré son pouvoir énorme, Beria comprenait que la faveur de Staline pouvait disparaître à tout moment. Il travaillait sans relâche pour maintenir sa position. Éliminant ses rivaux et recueillant des informations qui pouvaient être utilisées contre eux. Il a également essayé de cultiver une image publique d'administrateur compétent qui contribuait la force et la stabilité soviétique. Son contrôle sur le NKVD de lui donner un énorme levier sur la vie des citoyens soviétiques ordinaires des hauts fonctionnaires du régime communiste. Lorsque Staline est mort le 5 mars 1953, Beria agit rapidement pour prendre l'initiative. Aux funérailles de Staline, il se tenait bonne place parmi les dirigeants soviétiques. Signalant ses positions à l'Union soviétique, en quelques jours, il rédige une amnistie générale qui a libéré plus d'1 million de prisonniers des camps de travail des prisons. Bien que cet acte ait semblé humanitaire, il a également servi à affaiblir le pouvoir de chef de la sécurité régionale. Il crée de la bonne volonté parmi la population. Beria a également commencé à assouplir certaines des politiques les plus dures de l'ère stalinienne, promettant des réformes dans les politiques de nationalité et de gestion économique. Pendant quelques mois, Beria semblait être la figure la plus puissante de la direction soviétique et certains observateurs pensaient qu'il pourrait réussir à s'établir comme le véritable successeur de Staline. Il contrôlait les services de sécurité et avait une influence significative sur l'armée. Cependant, les rivaux de Beria, en particulier Nikita Khrouchtchev et Georgi Malenkov, craignaient son ambition et se méfiaient de ses promesses de réforme de l'Union soviétique. Ils craignaient qu'il n'utilise l'appareil de sécurité pour dominer complètement le gouvernement. En juin 1953, Khrouchtchev et d'autres membres de la direction complotaient pour le destituer. Le maréchal Georgi Zhukov, l'un des généraux soviétiques les plus célèbres et influents héros de la Seconde Guerre,
mondiale. Avec son unité militaire loyale, était persuadé de soutenir le plan. Le 26 juin 1953, lors d'une réunion au Kremlin, Beria était soudainement confronté à Khrouchtchev et d'autres membres du complot contre des accents aiguerris. Ils l'ont accusé de trahison et d'être un agent de puissance étrangère. Alors que Beria tentait de se défendre, le maréchal Joukov est entré dans les pièces avec des officiers armés. Et Beria était arrêté sur le champ. Il était emmené dans une prison sécurisée. Puis il était gardé sous surveillance constante. Au cours des mois suivants, une enquête secrète recueillit des preuves réelles également fabriquées contre lui. Les accusations comprenaient l'abus de pouvoir, l'espionnage et de nombreux crimes personnels. Le long passé de répression et de cruauté de Beria, autrefois considéré comme une démonstration de loyauté envers Staline, maintenant était utilisé pour justifier sa destitution. En décembre 1953, il était jugé lors d'une session spéciale de la Cour suprême de l'Union soviétique. Présidée par le maréchal Ivo Konev, les défenses n'est pas être autorisées. Il était reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à mort. Il aurait supplié les courageux veuves de s'effondrer au sol. L'apprenti Beria, âgé de 54 ans, a été exécuté le 23 décembre 1953 d'une balle dans le front, tirée par le général Pavel Padsky. Merci d'avoir regardé les chaînes Eldristy. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.